Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs, ici Ève Baudin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez chargé, je dirais, émotivement, particulièrement pour les parents de jeunes enfants. Un sujet aussi qui fait l'objet d'informations contradictoires sur Internet et de conseils non sollicités qui sont parfois dangereux, mais oui, malheureusement. Un sujet qui peut même susciter des conversations assez polarisées. Ce sujet, c'est le sommeil des enfants. Aujourd'hui, avec ma collègue Kathleen Couillard, on se donne pour mission de démêler tout ça. On va faire le tour des connaissances sur deux sujets qui fâchent, le cododo et aussi les techniques d'entraînement au sommeil. Et on va vous dire aussi quelles astuces fonctionnent vraiment. Alors, Kathleen, merci d'être avec nous. On est chanceux de t'avoir avec nous. Tu as écrit pas mal sur le sujet, toi. Oui, bien, ça me fait plaisir d'être là pour parler de ça parce que j'ai été journaliste pour le site web et le magazine d'Intrigue Grandir. Oui. Et pour l'agence Science Presse aussi, j'ai parlé de beaucoup de sujets qui touchent la petite enfance. Oui. Je peux te confirmer que c'est un sujet qui fait beaucoup jaser, qui suscite beaucoup d'émotions. Oui. Et en même temps, je peux comprendre, là, j'ai 3 enfants qui sont grands aujourd'hui, mais je me rappelle à quel point les nuits, c'était difficile parfois, là. Oui, puis moi aussi, je m'en rappelle, ça fait quand même un moment, là, mais c'est dur. Il faut dire que c'est dur, le sommeil des enfants. Et peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, Kathleen, c'est de mettre les choses en place là, par rapport au sommeil des enfants. C'est un processus biologique qui est en développement. Là. Les mettre au lit, là, c'est pas comme de mettre un interrupteur à off. C'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui se passe chez eux. Oui, puis c'est vraiment important de bien comprendre ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos attentes qui sont parfois irréalistes Ben oui. ou de nos frustrations en tant que parents qui viennent du fait qu'on ne comprend pas complètement comment ça évolue le sommeil chez un enfant là, dans les premières années de sa vie. Mais il faut comprendre que le sommeil, bien, c'est un processus de développement comme plein d'autres, comme marcher ou parler. Bien, ça n'arrive pas en même temps chez tous les enfants. Donc, il y en a qui vont le faire plus rapidement, d'autres plus lentement. Mais dans tous les cas, on ne demanderait pas, par exemple, à un enfant de 6 mois de se déplacer tout seul ou de tenir une conversation. Donc, c'est un peu la même chose au niveau du sommeil. Oui, absolument. Puis, est-ce qu'on a des données probantes, disons, sur ce que c'est un sommeil qui est dit normal chez les bébés? Bien, on n'a pas tant de données que ça, mais on sait quand même certaines particularités. La première, c'est qu'un bébé, ça dort beaucoup. Donc, un nouveau-né, là, ça peut dormir jusqu'à 18 heures par jour. Et ensuite, bien, en grandissant, le bébé va commencer à dormir de moins en moins. À 3 mois, on est rendu à peu près à 14 heures par jour. Puis à 12 mois, bien là, on va être plus autour de 12 heures par jour de sommeil. Donc, les petits bébés dorment beaucoup, mais ce qui a tendance à nous déstabiliser souvent, c'est qu'ils dorment autant de jours que de nuit. Exactement. C'est la deuxième particularité du sommeil des bébés, c'est que les bébés n'ont pas encore de rythme circadien ou ce qu'on appelle des fois l'horloge interne. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait que soudainement, ils se mettent à dormir beaucoup le jour et pas assez la nuit. Donc, le rythme circadien, ça va commencer à apparaître plus autour de 12 semaines. Donc, vers 3 mois environ, là, on va se rendre compte que le sommeil de notre bébé est un petit peu plus prévisible. Donc, il va être capable de dormir de rester éveillé, excuse-moi, plus longtemps pendant le jour et de dormir des plus longues périodes pendant la nuit. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que longtemps, les réveils nocturnes sont totalement normaux, là. Oui, c'est tout à fait normal. Un jeune bébé va rarement dormir plus que 3 à 4 heures à la fois. Une des raisons, c'est que le bébé a besoin de se nourrir. Hein? Oui. Un petit bébé, ça a un petit estomac, donc il faut qu'il se nourrisse souvent. Oui, absolument. Et donc, les histoires qu'on entend souvent là, de la voisine qui a réussi à faire dormir son bébé de 1 mois et demi là, pour des nuits de 10 heures, ça se peut, mais c'est probablement plus rare qu'on le croit, là. Oui, complètement. C'est vraiment pas la norme, là. Non, exactement. Donc, il faut avoir des attentes quand même réalistes par rapport à leur capacité de sommeil. Un des conseils qui circule beaucoup là, quand on a un jeune bébé là, qui dort mal, c'est de dire aux parents, ben, tu devrais lui donner des céréales dans son biberon, même avant l'âge là, où on le nourrit normalement avec des céréales. Oui, c'est quelque chose qu'on entend encore souvent. Mais oui. Mais non, c'est pas une bonne idée. Bien, la première raison, c'est que les quelques études qu'on a là-dessus là, nous disent que ça fonctionne pas. Là. Ça n'a vraiment pas un gros impact sur le sommeil du bébé. La deuxième chose, bien, c'est que le système digestif d'un bébé avant 4 à 6 mois, il n'est pas très, très mature. Donc, il n'est pas prêt à digérer
autre céréales. chose. Exactement. Donc, lui, l'estomac du bébé s'attend à recevoir du lait maternel ou de la préparation commerciale pour nourrissons. OK. Et puis, ben, finalement, c'est que c'est pas non plus une pratique qui est sans danger. Donc, ajouter des céréales dans un biberon, ça augmente les risques d'étouffement C'est du vrai. bébé. Puis, on sait aussi que les enfants qui sont exposés à des aliments solides avant l'âge de 4 à 6 mois, ben, ils ont plus de chances de développer, par exemple, de l'obésité plus tard dans leur vie. Donc, il n'y a pas d'avantage et il y a des inconvénients. Alors, on oublie ça. Absolument, absolument. Puis aussi, on oublie là, les astuces qui sont peut-être un peu plus anciennes, mais que j'ai quand même entendu récemment de mettre un petit peu de miel sur la suce ou de l'alcool. Là, on oublie ça. L'alcool, c'est dangereux pour un bébé, même en petite quantité. Là. Oui, on entend toujours Ouais. cette blague. Ben, habituellement, Je c'est sais pas plus si dit c'est sous une le ton blague. de la blague, là. Un Ouais. petit peu de gin dans le biberon, mais non, on s'entend que l'alcool, vraiment, c'est très, très Ouais. dangereux pour un enfant là, dont le cerveau est en plein développement. Ouais. Et puis, le miel, bien, en fait, c'est qu'on sait que le miel peut contenir parfois des spores d'une bactérie qui cause une maladie qui est vraiment Ben très oui. grave, qui s'appelle le botulisme. Et avant l'âge d'1 an, les bébés n'ont pas le système immunitaire qu'il faut pour se défendre contre ça. Donc, vraiment, on évite complètement le miel là, chez les enfants avant l'âge d'1 an. Tu mentionnais tout à l'heure que le rythme des enfants va émerger à peu près vers 3 mois. Puis est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que le bébé fasse ses nuits à cet âge-là, justement? C'est souvent ça qui circule comme information sur Internet. Oui, bien, c'est un peu une idée reçue, mais tu sais, il faut dire Ouais. que c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont faire leur nuit autour de 12 semaines. Là. Par exemple, moi, ma plus vieille, elle dormait très bien à 4 mois, là, c'était merveilleux. Wow! Mais les deux autres n'ont pas du tout suivi ce modèle-là. Ouais. D'ailleurs, si on regarde les données de l'Institut de la statistique du Québec, c'est à peine 50% là, des enfants qui vont faire leur nuit à 5 mois. Mais ça, je le répète, 50% des enfants, selon une de ces de la statistique que tu viens de nommer, c'est quand même un peu rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul là, quand notre enfant dort pas. Là, à Oui, 3 mois, là. c'est ça, exactement. Dans le Ouais. fond, ça nous rassure de savoir que bah, c'est pas commun, anormal ce c'est qu'on ça. vit. Ouais. Ben, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que durant les 6 premiers mois de la vie, c'est là que les enfants vont un peu consolider leur sommeil, être capables de dormir pendant des plus longues périodes. Et autour de 6 mois, généralement, ils ont moins besoin de se nourrir la nuit, ce qui va leur permettre de dormir plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti du bois rendu là, Non. parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans leur développement qui peuvent faire qu'ils vont se remettre à se réveiller. Par exemple, vers 9 mois à peu près, il y a certains enfants qui vont faire de l'anxiété de séparation, là, donc cette petite peur-là de voir papa ou maman sortir de la chambre. Et donc, il y a des enfants que ça va faire qui vont se remettre à se réveiller. En général, là, jusqu'à 1 an et demi, c'est quand même courant d'avoir 1 ou 2 réveils pendant la nuit. Ben, en tout cas, moi, je peux vous dire que mon fils a définitivement pas fait ses nuits avant 7 ans, quasiment, je dirais. C'est un peu une boutade, mais ça peut être long chez certains enfants. Puis, entre autres, c'est parce qu'on allait souvent en Europe. Là, ça fait partie des choses qui peuvent perturber le sommeil des enfants, le décalage horaire, là. Oui, bien, en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que le sommeil, ça va vraiment varier énormément d'un enfant à l'autre. Déjà, au point de vue de la génétique, on sait qu'il y a des enfants qui ont des gènes pour dormir Mère mieux que d'autres. insomniaque ici, oui. Les pratiques parentales vont avoir un impact, ce qui se passe à la garderie. Les pratiques culturelles, les normes culturelles vont influencer tout ça. Donc, ça va faire qu'on a vraiment beaucoup de variations et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas vraiment de définition absolue de c'est quoi un problème de sommeil chez un bébé. Donc, on doit commencer à s'inquiéter peut-être quand l'enfant a l'air de souffrir ou pleure beaucoup, peut-être, ça, oui? Oui, bien, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec le professionnel de la santé qui suit notre enfant si on a des inquiétudes. Parce que si on se fie vraiment juste au dire des parents, là, ce serait 15 à 25% des enfants qui ont des problèmes de sommeil. Mais souvent, là, la majorité de ces enfants-là, ils sont en parfaite santé. Donc, il faut faire attention là, faire la distinction entre un enfant qui se réveille souvent et un enfant qui a vraiment un problème de santé, là. Bon, alors pour résumer, les petits bébés dorment beaucoup, ont un cycle d'éveil qui est réglé sur le fuseau horaire australien ou à peu près, là. Puis ont un sommeil souvent interrompu, puis tout ça, c'est vraiment normal. Kathleen, les bébés, les petits-enfants ont donc un sommeil très morcelé parfois, mais il faut quand même s'assurer à ce qu'ils dorment suffisamment dans une journée parce que le sommeil, c'est important pour eux. Oui, le sommeil, c'est vraiment important pour
le développement du système nerveux, pour la croissance physique, pour le développement cognitif et émotionnel. On sait qu'un manque de sommeil, mais ça peut affecter le fonctionnement de l'enfant dans le jour. Là, on a tous vu un jeune enfant Oui. qui n'a pas bien dormi et qui a donc des problèmes de comportement cette journée-là ou qui gère moins bien ses émotions. Le sommeil, c'est aussi vraiment important pour tout le fonctionnement cognitif, donc tout ce qui touche l'apprentissage, la mémoire, les fonctions exécutives et même au niveau de la santé, là, on sait que un bon sommeil, ça va aider à avoir un meilleur métabolisme, un meilleur fonctionnement du système immunitaire. Ça va diminuer peut-être un peu les risques de blessures accidentelles. Puis, dans le long terme, là, si les problèmes de sommeil persistent chez un enfant, bien, on peut même voir des conséquences là, sur le rendement académique plus tard. Donc, c'est important dès le jeune âge de s'assurer que notre enfant a quand même un bon sommeil, même s'il peut être un peu interrompu comme on l'a vu, là. Oui, absolument. Puis parce que ça peut aussi avoir un impact sur les parents, là aussi. Oui, il y a des études très claires qui montrent que quand on a des problèmes de sommeil chez un enfant, la mère peut développer de la dépression, de l'anxiété, du stress. Ça va rendre un petit peu la gestion du quotidien un petit peu plus difficile Ben aussi. oui. Et donc, on va avoir des conséquences sur la famille. Et puis, malheureusement, il faut le souligner, là, dans certains cas, si le parent est vraiment épuisé et qu'il y a très, très peu de soutien dans son entourage, bien, ça peut mener à des cas d'enfants secoués. Là. Alors, donc, c'est important de... faut pas prendre ça à la légère non plus, là, si ça dérange beaucoup le fonctionnement là, des parents et de la famille. Oui, il existe quand même des ressources, on va en nommer à la fin, là, mais il y a des cliniques du sommeil au Québec où on peut appeler si on a besoin d'aide, là. Oui, exactement. Ouais. Puis, comme on le mentionnait, en parler avec le professionnel de la santé Absolument. qui suit notre enfant si on se sent un petit peu là, pas capable de Oui. continuer. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que bébé dort assez, puis de peut-être noter des fois le nombre d'heures qu'il va dormir durant la nuit, durant les siestes. Ça peut vraiment nous aider justement à faire un petit journal, là. Ça, c'est souvent ce qui est conseillé par justement les cliniques de bien, sommeil. effectivement, parce que ça nous permet là, d'avoir une vision un peu plus juste de la Oui. situation, parce que des fois, nos perceptions peuvent nous jouer des tours. Mm-hmm. Et puis, donc, voir comment l'enfant dort la nuit, mais aussi pendant le jour, parce qu'on sait que jusqu'à à peu près 4 ans ou presque l'entrée à la maternelle, là, généralement, les enfants vont continuer de faire au moins une sieste pendant la journée, là. Oui, c'est important, les siestes aussi, effectivement. Tu mentionnais tout à l'heure qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le sommeil des enfants, dont des facteurs culturels. Qu'est-ce qu'on a comme données là-dessus? Oui, bien, on sait par exemple que les enfants d'origine asiatique ont tendance à dormir un peu moins que les enfants d'origine plus occidentale. Mhm. Et ça, en fait, ça vient vraiment des pratiques culturelles parce que c'est des enfants qui vont au lit un peu plus tard que les enfants dans les sociétés plus occidentales. Donc, il y a vraiment un impact là, sur le sommeil de ces enfants-là. Moi, c'est drôle. Puis je me souviens quand mon enfant était petit, des gens, par exemple, qui venaient d'Espagne, couchaient leurs enfants très tard aussi. Donc, ça peut vraiment varier d'un pays à l'autre. Puis, parce que dans le fond, c'est le parent qui va un petit peu dicter le rythme de tout ça, là. Oui, vraiment, les pratiques culturelles, les normes culturelles Ouais. vont vraiment changer beaucoup le sommeil des enfants, mais aussi la perception des parents. Tu sais, par exemple, nous, dans nos sociétés occidentales où les parents doivent travailler le jour, bien, c'est sûr que ça rend le sommeil de nuit plus important. Ben oui. Donc, les préoccupations qu'on a viennent souvent un peu de ces normes-là. Bien, on a même en fait une étude en Corée du Sud qui a été faite sur des familles avec des jeunes enfants. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces enfants-là dormaient moins, non seulement que des enfants dans une société occidentale, mais moins que les enfants asiatiques en général. Et pourtant, ces parents-là étaient moins nombreux à se plaindre de problèmes de sommeil. Donc, on voit que c'est vraiment là, une question de perception bien souvent. Oui, puis ça peut même aussi, à ce moment-là, dans le fond, avoir une influence sur la gestion du sommeil des enfants, là. Exactement. Mhm. Kathleen, on va maintenant parler d'un sujet là, qui peut vraiment susciter des conversations un peu polarisées, en tout cas des fois sur les réseaux sociaux. C'est le cododo, donc dans le fond, de faire dormir l'enfant avec nous, donc pendant la nuit, dans notre lit. Et ça, vraiment, qu'est-ce que nous dit la science là-dessus?
Oui, bien, il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'informations contradictoires qui circulent sur le sujet, même au niveau là, des sources plus gouvernementales et officielles. Donc, par exemple, il y a certains gouvernements qui vont être très, très stricts là-dessus. Ils vont dire non, pas de cododo. Et puis même, ils vont l'illustrer des fois de façon très graphique. Là, on a déjà vu des campagnes contre le cododo avec un bébé qui était couché à côté d'un couteau de boucherie. Ah Donc, oui. ça marque l'imaginaire. Ouais. Au Canada, mais la Société canadienne de pédiatrie dit que le meilleur endroit pour le sommeil d'un bébé de moins de 6 mois, c'est dans la chambre des parents, mais dans un lit séparé. Donc, on va recommander d'éviter le cododo également. Mais il y a d'autres endroits dans le monde, comme par exemple en Écosse, où on se dit, bien, on sait que ça va finir par arriver de façon planifiée ou non. Alors, ces gouvernements-là vont vraiment mettre beaucoup plus l'accent sur sensibiliser les parents aux risques, aux facteurs de risque qui peuvent augmenter le danger du cododo. Donc, ils vont dire aux parents de ne pas le pratiquer dans certaines situations, comme par exemple si un parent a pris de l'alcool, si un parent est fumeur ou prend des médicaments, des drogues, ou d'éviter des arrangements particuliers comme sur un divan ou un sofa, par exemple. Donc, on leur donne l'information sur les facteurs de risque, mais il y a quand même de la confusion en ce moment sur les facteurs de risque, là. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'on sait là-dessus? Oui, bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment effectivement des études qui ont fait un lien entre le cododo et la mort subite du nourrisson. Mais on le sait, c'est quelque chose qu'on parle souvent. Une association, c'est pas nécessairement un lien de cause à effet. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que le risque avec le partage de lit, il est beaucoup plus élevé quand on a d'autres facteurs de risque présents, mais pourtant, il y a beaucoup d'études qui ne tiennent pas compte de ça. Par exemple, on va avoir des études qui vont parler de cododo en disant que le parent et le bébé partagent la même surface, mais ça peut être autant dormir dans le même lit que de dormir sur un sofa ou un divan, ce qui est très, très dangereux. Mais aussi, ça ne nous donne pas d'informations sur l'état dans lequel le parent est, si il a consommé de l'alcool, s'il a pris des médicaments ou des drogues. Et donc, tout ça, ça peut avoir des impacts. Puis, il y a plein d'autres facteurs de risque aussi, comme par exemple, est-ce que le cododo était planifié ou non? Est-ce qu'il y avait beaucoup de couvertures, d'oreillers à proximité? Est-ce qu'il y avait d'autres enfants ou des animaux qui partageaient le lit aussi? Et donc, lorsqu'on tient compte de tout ça, bien, on se rend compte que généralement, quand on a un risque élevé, c'est parce que ces facteurs de risque-là sont présents. Donc, dans le fond, les meilleures études vont être les études qui vraiment prennent en considération toutes les variables qui peuvent influencer la sécurité du sommeil partagé là, avec un enfant. Exactement. Ouais. Il y a des études qui ont montré qu'il y a vraiment très, très, très peu de décès lorsqu'il n'y a pas de facteurs de risque de présent. Et donc, aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un arrangement de sommeil qui est quand même complexe et qu'on ne peut pas tout simplement dire aux parents faites pas ça jamais. Parce qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'un parent va avoir tellement peur là, de dormir avec son enfant dans son lit que, bon, il va dire, je vais l'endormir dans ma chaise berçante, il est fatigué. Là, il va s'endormir et puis là, c'est là que ça peut être dangereux. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment insister sur les façons sécuritaires de pratiquer le cododo et sur les situations où il faut l'éviter complètement. Donc, je me répète, mais c'est parce que c'est super important. Vraiment, pas avoir consommé d'alcool, de pas être fumeur, de pas avoir pris des médicaments qui causent de la somnolence ou des drogues récréatives. On veut éviter aussi qu'il y ait des enfants, des animaux dans le lit, qu'il y ait beaucoup de couverture et tout ça. On va vraiment essayer d'avoir un endroit qui est sécuritaire, donc une surface qui est plane et dégagée, qu'on n'a pas non plus d'endroit où le bébé pourrait comme glisser là, entre le mur et le matelas et s'assurer aussi que le bébé est bien couché sur son dos. Et dans des circonstances comme ça, bien, on a un sommeil qui est plus sécuritaire. Dans le fond, Kathleen, on comprend que les dangers du cododo sont vraiment liés à des facteurs de risque qu'on peut contrôler, que si c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite, là, on peut mettre en place les bonnes conditions pour le faire. Kathleen, on va maintenant parler d'une approche qui est, je dirais, quasiment l'inverse du cododo, c'est-à-dire la technique d'entraînement au sommeil qu'on appelle parfois le 5-10-15. Oui, bien, c'est vraiment l'exemple classique. Et ça, c'est une méthode qui est basée sur une approche qu'on appelle l'approche de l'extinction.
Wow, Donc, le déjà, terme, le hein? terme ne donne pas le goût vraiment. Mais donc, c'est un des traitements qui est le plus étudié, mais aussi qui est très, très controversé là, chez les parents. Et donc, c'est basé sur l'idée que lorsque un bébé pleure la nuit et que le parent va le consoler, le rendormir, bien, il renforce un peu ce comportement-là. Et donc, ce que les gens qui ont mis au point ces approches-là proposaient, c'est de dire, on va mettre le bébé dans son lit le soir et on lui dit bonne nuit. Et là, s'il pleure, bien, on le laisse faire pour qu'il apprenne de lui-même à s'endormir tout seul. À la limite, on peut peut-être aller voir une fois ou deux pour être sûr qu'il est en sécurité, mais on ne va pas aller le réconforter. Mais on s'entend là, que c'est une approche qui est un petit peu... et qui est quand même dur. Et donc, je crois même plus qu'il y a des gens qui proposent encore ça là, aujourd'hui parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une approche modifiée ou graduelle qui a été développée et c'est là qu'on arrive avec notre fameux 5-10-15. Donc, on va pas juste mettre l'enfant là et lui dire bonne nuit, mais on va tranquillement allonger la période de temps avant d'aller le réconforter. Donc, au début, s'il pleure, on va peut-être le laisser faire 5 minutes, puis par la suite, on va augmenter à 10 minutes, puis à 15 minutes éventuellement pour que l'enfant apprenne à s'endormir par lui-même. Mm-hmm. Donc, mais c'est une méthode qui est quand même difficile à appliquer. Pour le parent? Oui, tout à mon fait. Dieu, oui, c'est difficile parce qu'il faut le laisser pleurer 5 minutes. Ça semble court, 5 minutes, mais c'est vraiment long. 10 minutes, c'est encore plus long, puis 15 minutes, on devient fou. Bref, on veut savoir si ça fonctionne. Bien, en fait, pour répondre à cette question-là, il faut regarder un peu l'âge des enfants. Donc, on n'a pas beaucoup d'études sur les bébés qui ont moins de 6 mois. Et les études qu'on a, les résultats sont un peu contradictoires. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne le recommandent pas avant 6 mois parce que probablement que ça ne marche pas très bien, Mais ils sont pas prêts. exactement, étant donné que l'enfant n'a pas la maturité qu'il faut pour s'endormir de lui-même. Après 6 mois, la plupart des experts vont dire que ça marche quand même assez bien. Il y en a qui vont dire que c'est vraiment l'approche la plus efficace là, pour régler un problème de sommeil chez un bébé. Mais la grosse difficulté, on l'a dit, c'est vraiment d'appliquer tout ça. Il y a beaucoup de parents qui vont trouver ça très, très, très difficile parce que ça va un peu à l'encontre de leur instinct biologique de répondre aux pleurs de leur enfant. Là. Mais vraiment, puis c'est vrai que c'est difficile. Je l'ai fait, moi, je me souviens, je m'en souviens encore. Mais tout ça pour dire que laisser un enfant pleurer aussi, on pourrait se demander, est-ce que ça peut avoir un impact, par exemple, sur l'attachement? Mais c'est sûr que c'est quand même une technique qui est un petit peu contraire à tout ce qu'on dit aux parents. Là. Généralement, on demande aux parents de réagir le plus rapidement possible aux pleurs de leurs enfants parce que lorsqu'un enfant pleure, bien, ça génère du stress et on sait qu'un stress excessif, là, on a des études très claires là-dessus qui montrent que ça a des effets négatifs sur le développement d'un enfant. Ce qu'on ne sait pas, c'est à partir de quelle durée de pleurs on peut dire que c'est des pleurs excessifs. En 2012, il y a des chercheurs américains qui ont fait une étude où ils ont voulu un peu répondre à cette question-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré le niveau de cortisol. C'est une hormone qui est produite lorsqu'on est en état de stress chez des mères et des bébés qui entreprenaient là, un processus d'entraînement au sommeil comme celui-là. Et donc, ce qu'ils ont remarqué dans les premiers jours, c'est pas très surprenant, là, les niveaux de cortisol et des bébés et des mamans étaient assez élevés. Donc, c'était une situation qui était quand même très stressante. Et après environ 3 jours, les bébés tranquillement arrêtaient de pleurer et donc le stress chez la mère diminuait beaucoup. Mais ce qu'ils ont remarqué quand ils mesuraient les niveaux de cortisol des bébés, c'est que ces niveaux de cortisol-là demeuraient élevés. Et donc, ce qu'ils ont conclu, c'est que le bébé ne pleurait plus, mais il demeurait stressé. C'est juste qu'il avait comme appris que ça servait à rien de pleurer. Donc, ça, c'est vraiment une étude qui est citée très, très souvent par les gens qui sont contre là, le 5-10-15. Ils vont vraiment la nommer très souvent. Du côté de ceux qui sont plutôt des partisans du 5-10-15, ils vont dire, bien attention, là, c'est pas une étude qui est si bonne que ça. Premièrement, on n'a pas de groupe contrôle, puis ça, on sait que généralement, c'est un gros problème dans une étude. Ensuite, les façons dont le cortisol a été mesuré ne seraient pas tout à fait adéquates. Donc, les partisans du 5-10-15 vont dire, ben en fait, c'est basé, là, cette peur-là là, du cortisol, c'est basé sur des fausses croyances. Et puis, oui, c'est vrai que l'enfant vit un stress, mais c'est comme ça qu'il va apprendre à s'adapter, c'est normal.
Et c'est dans la vie de tous les jours, on vit des stress qui nous permettent de nous adapter. Donc, on a vraiment ces deux visions-là. Là. Oui, qui sont assez contradictoires, en fait. Oui, c'est vrai que les parents aussi sont un peu embêtés parce qu'on entend autant une version que l'autre. Et souvent, les gens qui sont soit des partisans ou des gens qui sont très, très contre ont vraiment comme une vision qui est très idéologique. Donc, ils vont avoir tendance à citer les études qui vont dans le sens qu'ils préfèrent. Mais dans les faits, là, on n'a vraiment pas beaucoup de données sur l'impact là, du 5-10-15 sur les bébés. Pour préparer l'épisode, on a fait de la recherche un peu, puis on a trouvé à peu près 3 études. Là. Donc, c'est pas beaucoup. Ces études-là n'ont pas remarqué d'effets négatifs. Mais c'est des études qui se basent souvent sur les dires des parents. Donc, on ne sait pas à quel point c'est leur perception versus ce que les enfants vivent. Donc, mais il faut dire que pour l'instant, on n'a aucune preuve d'effet négatif. Il y a des experts qui vont dire que d'avoir aucune preuve d'effet négatif, c'est pas la même chose que d'avoir des preuves qu'il n'y a aucun effet négatif. Donc, en effet, la question reste quand même à résoudre. Oui, c'est ça. Mais on peut utiliser aussi son jugement puis observer comment se comporte le bébé là, quand on fait quand on adopte cette technique-là. Puis, dans le fond, ce qui est à retenir, c'est de ne pas commencer cet entraînement trop tôt, dans le fond, si j'ai bien compris, pas avant 6 mois. Oui, exactement. Puis ensuite, je pense que les parents devraient aussi un peu se faire confiance. Mais Ils oui. connaissent leurs enfants, ils sont peut-être capables d'évaluer là, si c'est une bonne idée de l'utiliser ou non avec leur enfant, parce que ça peut vraiment dépendre là, selon la situation familiale. Absolument. Kathleen, on a passé en revue des idées reçues, on a déboulonné certains conseils douteux, mais j'aimerais qu'on finisse peut-être sur les astuces qui fonctionnent vraiment pour aider les petits à dormir, puis aider aussi les parents à traverser cette période-là, qui peut être vraiment difficile quand même, là. Oui, bien, il y a des choses qu'on peut faire, des gestes qu'on peut poser qui vont aider notre enfant à développer des bonnes habitudes de sommeil. Donc, le secret, c'est un petit peu dans la routine. Donc, essayer d'avoir un horaire régulier que l'enfant sait à quoi s'attendre. Et donc, il sait que, après cette petite routine-là du dodo, je m'en vais dormir. Ouais. Donc, ça peut être, par exemple, de prendre un bain, faire un petit jeu tranquille, lire une histoire, écouter de la musique ou chanter une chanson. Donc, toutes des choses qui vont être très, très tranquilles pour disposer l'enfant au sommeil. Puis, par la suite, on va essayer de mettre l'enfant au lit quand il est un petit peu somnolent, mais pas tout endormi encore, justement pour qu'il puisse tranquillement apprendre à s'endormir seul. Si on a un enfant qui est plus vieux, là, après 6 mois, et qui a un petit peu d'anxiété de séparation, une petite doudou, un petit toutou qui le réconforte, ça peut aider aussi. Et donc, on va également s'assurer que l'environnement est tranquille autour. C'est sûr que s'il y a beaucoup de bruit dans les pièces à côté, ça aide pas vraiment au sommeil. Avoir une pièce qui est fraîche aussi, qui est confortable. Et donc, ça, c'est toutes des choses qui vont aider le bébé à mieux dormir. Mais je pense que ce qui est vraiment important de retenir, là, c'est qu'il n'y a pas une solution qui fonctionne pour nécessairement tous les enfants, toutes les familles. Il faut trouver qu'est-ce qui marche bien. Dans notre cas, moi, c'est ça avec mes 3 enfants, mais ce qui marchait avec la première ne va pas nécessairement marcher avec les autres. Donc, on apprend à trouver des trucs qui fonctionnent pour notre enfant. Puis, c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc, d'y aller avec ce qu'on ressent et peut-être laisser tomber un peu là, tous les conseils qu'on reçoit de tout le monde ou qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ces choses-là que tu as nommées aident définitivement, puis d'avoir une régularité, par exemple, plus ou moins toujours à la même heure, ça aide, mais il faut trouver la petite routine là, qui nous plaît à nous puis qui fonctionne bien dans notre vie tous les jours, c'est ça? Oui, exactement. Bon, avant de terminer, peut-être qu'on pourrait nommer quelques ressources là, vers lesquelles les parents peuvent se tourner, des bonnes ressources sur Internet, par exemple? Oui, bien, il y a le site web de Naître et Grandir avec de l'information qui est vérifiée, qui est relue par des experts, donc les parents peuvent s'y fier. Bien sûr, le gouvernement du Québec produit un guide qui est le mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans, qui contient aussi des informations sur le sommeil des bébés. Puis il y a aussi les hôpitaux pédiatriques, les CIUS aussi, qui ont souvent des pages là, sur le sommeil des enfants avec des bonnes astuces.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez lire les articles de Kathleen sur le sujet, ils vont être dans les notes du balado et aussi, ils sont sur le site de l'agence Science Presse, bien sûr. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le partager ou à le noter aussi dans votre application parce que ça nous aide à poursuivre notre mission. Le balado Le détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Invitée aujourd'hui, Kathleen Couillard, journaliste scientifique, à la réalisation Bruno Mercure, à la production et à l'animation moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode. Puis d'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables.